Bonjour à tous. C'est un fait indéniable. Les êtres humains découvrent des lois, plutôt qu'ils ne les inventent. Cela constitue le cœur même de la science et détermine également l'essence profonde de l'univers. Des lois telles que la gravitation, la géométrie, le théorème de Pythagore, l'évolution biologique, les lois électromagnétiques ou le principe de conservation de l'énergie existent depuis toujours. Elles forment les fondements essentiels qui régissent la nature. Par l'observation, l'investigation et l'explication, les humains pénètrent au cœur de chaque problème, et de là naissent des inventions comme l'ampoule électrique, l'ordinateur, divers moteurs et machines. En exploitant les phénomènes naturels sur Terre, Isaac Newton a découvert la loi de la gravitation. Ces formules se révèlent extrêmement efficaces, non seulement pour la Terre et les planètes du système solaire, mais pour tous les corps célestes dans l'univers. La raison en est que l'univers fonctionne selon des principes uniformes, dominés par les mathématiques. Mais quelque chose d'aussi abstrait que les mathématiques semble n'exister que dans notre cerveau. Pourquoi explique-t-il si bien l'univers ? Au XIXe siècle, des astronomes ont remarqué une déviation inhabituelle dans l'orbite d'Uranus. Cela ne correspondait pas aux prédictions. En 1846, deux astronomes, Urbain Le Verrier et John Couch Adams, ont découvert indépendamment l'un de l'autre, à l'aide des formules de Newton, une planète entièrement nouvelle. Neptune se situe au-delà de l'orbite d'Uranus. C'est un exemple très inspirant de la manière dont les mathématiques exploitent les phénomènes naturels. Le lauréat du prix Nobel de physique de l'année 1963, Eugene Wigner, a exploré les lois de conservation et de symétrie dans les interactions atomiques. Il a déclaré que les mathématiques sont parfois si efficaces qu'elles en paraissent irrationnelles. L'idée de Wigner perdure aujourd'hui dans les discussions philosophiques, et les scientifiques débattent pour savoir si cette efficacité irrationnelle des mathématiques reflète la structure profonde de l'univers. Au cours des dernières années, cette discussion s'est approfondie grâce aux avancées dans la théorie de la gravitation quantique et la théorie des cordes, suggérant que les mathématiques constituent un outil indispensable pour décrire les lois fondamentales de l'univers. Selon l'essai de Wigner, il souligne que les structures mathématiques dans les théories physiques ne fournissent pas seulement des descriptions précises, mais mènent souvent à de nouvelles découvertes, comme en mécanique quantique, où la symétrie conduit aux lois de conservation. Cette efficacité est considérée comme un miracle, car elle dépasse le simple hasard et suggère que l'univers lui-même est mathématique. En 2025, des discussions récentes, inspirées par Wigner, explorent si cette efficacité irrationnelle pointe vers une conception divine ou une harmonie intrinsèque, comme dans les travaux de philosophes et physiciens, examinant si l'ajustement miraculeux entre mathématiques et réalité physique indique une intelligence sous-jacente, renforçant ainsi les débats sur l'origine cosmique de cette correspondance. La constante du cercle est un nombre irrationnel, infini et non périodique. Jusqu'en l'année 2025, les informaticiens ont calculé les décimales jusqu'à 314 billions de chiffres, surpassant le record de 2024 de 205 billions de chiffres. Selon les enregistrements les plus récents de l'année 2025, en mai, le groupe Linus Media et l'entreprise Kioxia ont collaboré pour calculer 300 billions de chiffres de la constante du cercle, obtenant ainsi la reconnaissance dans le livre Guinness des records. Cette prouesse a exploité des technologies de stockage avancées et des algorithmes de calcul, illustrant les progrès énormes dans le matériel informatique. De plus, en novembre 2025, une équipe utilisant le programme eCruncher a poussé le record à 314 billions de chiffres sur un serveur Dell PowerEdge, démontrant comment les améliorations en puissance de calcul et en stockage permettent de sonder plus profondément cette constante infinie, comme si l'on effleurait du bout des doigts l'immensité d'un océan numérique sans fin. Mais pourquoi la constante du cercle est-elle si étrange ? Pourquoi s'étend-elle éternellement, sans période ? Tout se cache dans la structure mystérieuse du cercle et de la sphère. Les anciennes cultures, comme les Égyptiens et les Babyloniens, considéraient le cercle et la sphère comme des formes énigmatiques, dont la surface et le périmètre étaient difficiles à calculer. À l'époque, les mathématiques n'étaient pas encore très développées, et les calculs reposaient principalement sur des outils grossiers comme des cordes et des règles qui étaient imprécis. Des preuves historiques montrent que les Babyloniens, autour de 2000 avant Jésus-Christ jusqu'à 1600 avant Jésus-Christ, estimaient la valeur de la constante du cercle à environ 3,125. Les anciens Égyptiens, vers 1650 avant Jésus-Christ, arrivaient à environ 3,16. Pour atteindre cette valeur de 3,16, les Égyptiens effectuaient des calculs entièrement basés sur des mesures pratiques, évoquant l'odeur de la terre sablonneuse du Nil et le toucher rugueux des papyrus sur lesquels ils inscrivaient leurs approximations.
Ce n'est qu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ que le mathématicien grec Archimède est considéré comme le premier à avoir calculé la constante du cercle avec des méthodes mathématiques rigoureuses. Il transformait un hexagone en cercle et le divisait en plus de côtés, de 6 à 12, 24, 48 et enfin à 96 côtés. Cette méthode a permis à Archimède une approximation relativement précise de 3,1429. En réalité, le calcul d'Archimède montrait que le périmètre du cercle correspond à celui du polygone. Plus il y a de côtés, plus la constante du cercle est précise. Mathématiquement, cette méthode était très efficace et a été utilisée pendant des siècles par des scientifiques et des philosophes. En Chine, au 5e siècle, le scientifique Zhu Chongzi a trouvé la constante du cercle jusqu'à la 6e décimale, en utilisant la méthode des polygones, mais il a calculé jusqu'à 12 288 côtés. C'était un saut énorme par rapport aux 96 côtés d'Archimède. Vers l'année 1400, le mathématicien et astronome indien Madhava est considéré comme le premier à avoir utilisé des séries infinies pour calculer la constante du cercle. En 1674, Gottfried Wilhelm Leibniz a calculé la constante du cercle à partir de séries infinies similaires, mais il s'agissait d'un développement indépendant, non d'un héritage. En 1768, Johann Heinrich Lambert a prouvé avec des fractions continues que la constante du cercle est irrationnelle. Cela signifie qu'elle ne peut pas être représentée sous forme de fraction. Cette preuve a été un jalon important, confirmant que la partie décimale de la constante du cercle est infinie et non répétitive, montrant qu'un calcul exact de la constante du cercle est presque impossible. En 1873, William Shanks a trouvé à la main 707 décimales, mais à partir de la 528e, c'était faux. En 1882, Ferdinand von Lindemann a prouvé que la constante du cercle est transcendantale. Cela signifie qu'elle n'est pas la racine d'une équation polynomiale. Ensuite est venue l'ère des ordinateurs modernes. En 1949, l'ordinateur ENIAC a trouvé 2037 décimales. Avec des technologies informatiques raffinées, plus de chiffres ont été découverts, et le record de 314 billions de chiffres en 2025 ne restera certainement pas en place. Récemment, en 2024, une nouvelle formule pour la constante des cercles a été découverte accidentellement à partir de la théorie des cordes. Et en 2025, une formule dérivée de la mécanique quantique pour la constante du cercle est apparue, optimisant les calculs complexes et transformant la précision scientifique en de nouvelles formes. Cette nouvelle formule a été proposée par les physiciens indiens Arnab Saha et Aninda Sinha et provient de la théorie des amplitudes dans la théorie des cordes, facilitant le calcul des processus de diffusion quantique et permettant une extraction plus efficace de la constante du cercle. De plus, en 2025, les formules de Ramanujan de 1918 ont été combinées avec la physique des hautes énergies modernes et réinterprétées dans le contexte de la mécanique quantique pour étendre la représentation de la constante du cercle. Ces avancées montrent que la constante du cercle n'est pas seulement une constante géométrique, mais qu'elle a des liens profonds avec la physique des particules et la théorie des cordes, élargissant ses applications, par exemple dans le calcul quantique et les algorithmes de chiffrement, où l'on peut presque entendre le bourdonnement des qubits dansant au rythme de ces équations infinies. Dans l'histoire de l'humanité, le calcul de la valeur d'un cercle a toujours été lié à une constante du cercle plus précise. Le cercle et la sphère sont des formes très répandues dans l'univers. Elles paraissent simples, mais cachent de grands mystères. Si quelqu'un demande pourquoi le cercle est si mystérieux, la réponse est qu'il n'existe pas de cercle ou de sphère parfaitement parfait dans l'univers. En mathématiques, le cercle est l'ensemble de tous les points dans un plan qui sont à égale distance du centre. La sphère est similaire, mais dans l'espace tridimensionnel. Cette définition montre que le cercle et la sphère sont des structures idéales, parfaites. Cela signifie qu'ils n'existent parfaitement qu'en mathématiques. Physiquement, il n'existe pas de cercle ou de sphère parfait dans l'univers. Planètes, étoiles, trous noirs, rien n'est parfait. La bulle de silicium la plus ronde sur Terre, même si elle pèse 1 kg, n'est pas une exception. Elle a été fabriquée par l'Institut international des normes et testée. Sa surface est polie avec une précision extrêmement élevée et l'écart par rapport à la boule idéale n'est que de 0,3 nanomètres. Mais même si elle était affinée à 0 écart, elle ne serait pas parfaitement sphérique. La raison simple est qu'il n'existe pas de sphère ou de cercle parfait dans l'univers. La cause réside dans le fait que les surfaces de la matière sont naturellement imparfaites. Lorsque les atomes et les molécules se lient, ils ne créent pas une surface parfaitement lisse. À l'échelle microscopique, la matière est extrêmement inégale, discontinue et irrégulière. Même si tous les atomes étaient disposés de manière inimaginable parfaite, la boule ne serait toujours pas parfaite. Car au niveau quantique, les particules se déplacent constamment.
Les électrons oscillent dans les niveaux d'énergie. Au fond, ils ne se reposent jamais. Pour ces raisons, il n'existe pas de sphère ou de cercle parfait dans le monde physique. Est-ce la raison pour laquelle la constante du cercle est infinie? La réponse est non. La constante du cercle est une valeur mathématique. Elle est irrationnelle, infinie et non périodique. L'infinité de la constante du cercle rend tous les calculs qu'il utilise non 100% précis. Cela signifie que les calculs de valeur pour les cercles et les sphères ne sont jamais 100% corrects, parce que la constante du cercle elle-même est incomplète. Quel est alors le vrai motif de l'infinité de la constante du cercle? Pourquoi ne s'arrête-t-elle pas? Dans l'espace euclidien plat, sans courbure, un espace idéal, les lois géométriques classiques s'appliquent sans faille. Là, le cercle existe en tant que structure idéale. Il consiste en une ligne continue, une chaîne de points parfaitement continue, parfaitement symétrique. Cela montre des contradictions dans différentes perspectives des mathématiques, de la physique ou de la réalité. Peut-être que la description de la vraie essence de l'univers nécessite une précision qui dépasse les nombres finis, et seules les mathématiques peuvent décrire cette perfection, comme un parfum subtil qui imprègne l'air cosmique, invisible mais omniprésent. Dans le monde physique, tous les concepts de perfection ne sont que des idéalisations. Maintenant, une autre question. Si la constante du cercle a un nombre infini de décimales, combien de chiffres faut-il dans les calculs pour l'exactitude? La réponse est que peu sont nécessaires. Pour des calculs simples dans des tailles courantes, 10 décimales suffisent. Pour de grandes échelles comme la circonférence de la Terre, 15 chiffres suffisent, avec une erreur aussi petite que le diamètre d'un atome. Même pour la circonférence de l'univers visible, 40 chiffres suffisent, avec une erreur aussi petite que le diamètre d'un atome d'hydrogène. Outre l'étrangeté de la constante du cercle, il y a un autre nombre tout aussi étrange. C'est la section d'or de la suite de Fibonacci, qui représente le rapport d'or dans la nature et les mathématiques. Comme la constante du cercle, la section d'or est une constante, irrationnelle, infinie et non périodique, environ 1,618033 et ainsi de suite. La plus grande différence entre ces deux nombres est que la constante du cercle ne représente que des valeurs liées au cercle et aux sphères, tandis que la section d'or apparaît dans presque toutes les structures de la nature et de l'univers. Vers 2600 avant Jésus-Christ, les Égyptiens auraient utilisé la section d'or dans la construction des pyramides, car le rapport de la hauteur à la base est environ 1,618. Bien que les documents ne prouvent pas que les Égyptiens comprenaient la section d'or, il est difficile de le voir comme un hasard. Dans la Grèce antique, beaucoup croyaient que les mathématiciens et philosophes de l'école pythagoricienne reconnaissaient la section d'or dans leurs études, mais il n'y a pas de preuves solides. Le nom de la section d'or vient du sculpteur et peintre grec Phidias, qui vivait au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ses œuvres de beauté et d'harmonie proviendraient de la section d'or, mais honnêtement, il n'y a pas de preuves solides. Des siècles plus tard, Euclide est considéré comme le premier à avoir décrit mathématiquement la section d'or, mais il ne l'appelait pas section d'or, mais la division d'une ligne en rapport extrême et moyen. Au début du XIIIe siècle, le mathématicien italien Fibonacci a créé une suite de nombres où chaque nombre est la somme des deux précédents. Aujourd'hui, nous l'appelons la suite de Fibonacci, la forme numérique de la section d'or. Au XVe et XVIe siècle, la section d'or est devenue la norme dans l'art et l'architecture de Léonard de Vinci. Depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, nous voyons la section d'or non seulement en mathématiques, en art ou en architecture, mais partout dans la nature et l'univers. Par exemple, la spirale d'une coquille d'escargot correspond aux bras spiraux de la Voie lactée et d'autres galaxies, évoquant le tourbillon d'une brise marine salée ou le vertige d'un ciel étoilé infini. Dans la nature, l'arrangement des feuilles optimise un angle de 137,5 degrés. C'est un résultat de la section d'or. Car 360 degrés divisé par le carré de la section d'or donne 137,5 degrés. Lorsque les feuilles poussent autour de la tige, la feuille suivante se sépare de la précédente de 137,5 degrés. Cela garantit une optimisation de l'espace et de la lumière, permettant à la plante de mieux effectuer la photosynthèse, comme si l'on sentait la chaleur du soleil filtrant à travers un feuillage parfaitement disposé. Concernant la suite de Fibonacci, regardez la fleur d'un tournesol. Les spirales tournant à droite et à gauche comptent souvent 34 et 55 ou 55 et 89. Ce sont des nombres de Fibonacci. Le rapport du nombre suivant au précédent est environ 1,118 et l'angle entre les graines successives
et 137,5 degrés. Cet arrangement optimise l'espace dans une zone limitée. On voit la même chose dans d'autres fruits, comme les pommes de pin et les ananas. Dans l'art, l'architecture ou les mathématiques, la section d'or est un arrangement conscient. Mais dans la nature, c'est un principe intérieur. Nous ne pouvons pas dire que les plantes le font intentionnellement, mais c'est partie de l'essence de la nature, qui cache une logique mathématique profonde. Pour la vie, l'acide désoxyribonucléique est la structure la plus fondamentale, et elle contient, d'une certaine manière, la section d'or. En 2016, un groupe de recherche de l'université Temple en Amérique a mesuré avec un microscope à force atomique les paramètres physiques de l'acide désoxyribonucléique. Les résultats ont montré que la longueur d'une spirale complète est d'environ 34 angstroms et la largeur d'environ 21 angstroms. Ce rapport est environ 1,618 et correspond à la section d'or. L'angle spiralé des paires de bases successives est 137,4 degrés, ce qui est presque l'angle de la section d'or. Naturellement, il y a beaucoup de voix contraires à cette étude. Certains disent que c'est une représentation exagérée de la section d'or, parce que l'angle spiralé de 137,4 degrés n'est pas largement confirmé. Mais le rapport de la longueur à la largeur a été confirmé précisément dans de nombreuses études antérieures. Dans les recherches les plus récentes de l'année 2025, comme le modèle unifié d'or de la géométrie fractale de l'acide désoxyribonucléique ou la préservation de la cohérence quantique dans les systèmes structurés en Fibonacci, la section d'or est confirmée dans la structure de l'acide désoxyribonucléique et dans les groupes de codons, montrant que la vie suit la section d'or à chaque niveau. Ces avancées indiquent que l'acide désoxyribonucléique n'est pas seulement une molécule d'information, mais une structure fractale basée sur l'harmonie mathématique. De plus, l'étude de 2025, comme le modèle unifié d'or de la géométrie fractale de l'acide désoxyribonucléique, introduit un cadre fractal basé sur la section d'or, dans lequel la structure de l'acide désoxyribonucléique, l'organisation des codons et la cohérence quantique suivent les proportions de la section d'or, confirmant davantage le rôle de la section d'or au niveau moléculaire. En outre, des recherches sur la préservation de la cohérence quantique dans les microtubules structurés en Fibonacci pendant la neuroinflammation induite par le VIH, publiées en juin 2025, révèlent que les architectures microtubulaires échelonnées en Fibonacci maintiennent la cohérence quantique jusqu'à 10 000 fois plus longtemps que les structures régulières, grâce à une géométrie qui protège contre la décohérence, reliant ainsi la section d'or à la biologie quantique et évoquant la pulsation subtile de la vie au niveau subatomique. Si vous n'y croyez pas, voyez-le comme un hasard. D'un autre côté, on peut le considérer comme une expression de la section d'or. Notre connaissance de la nature est encore très limitée, mais nous ne pouvons pas nier que la section d'or est vraiment un principe déterminé par l'univers. La section d'or apparaît également dans d'autres exemples naturels, comme les proportions du corps humain, dans de nombreuses œuvres d'art comme l'Homme de Vitruve de Léonard de Vinci, qui utilisent la section d'or pour représenter le corps humain idéal. Des fleurs comme les lys ont 3 pétales, les renoncles 5, et ces nombres sont des nombres de Fibonacci. La ramification des arbres, l'arrangement des feuilles sur la tige, les écailles d'un ananas, les corps d'animaux comme le motif des ailes de papillon, tout cela montre des traces de la section d'or. Ces exemples font de la section d'or un plan de construction caché qui guide la croissance et la forme de la nature, rendant tout harmonieux et efficace, comme si la nature peignait avec un pinceau mathématique des images vivantes que l'on peut sentir, cette beauté équilibrée, comme le goût des fruits sucrés de la nature. Revenons à la question du début de la vidéo. Pourquoi les mathématiques décrivent-elles si bien l'univers ? Les mathématiques sont-elles une loi de la nature ou un principe abstrait dans notre tête ? Des exemples ci-dessus, il est clair que les mathématiques font essentiellement partie des lois de la nature, mais que les humains aient pu développer les mathématiques de manière si raffinée, seule une petite partie de la population mondiale le comprend. Honnêtement, je ne le comprends pas moi-même, mais je sens sa magie. La constante du cercle représente le rapport du cercle, ou la section d'or, le rapport d'or, et dans la nature se cachent de nombreuses autres constantes. Par exemple, la constante de gravitation, la constante de Planck, la constante de la vitesse de la lumière, la constante de structure fine, la constante d'Avogadro, et ainsi de suite. Einstein a dit que, à un certain niveau, les mathématiques pures, avec leur certitude, semblent supérieures à la réalité que nous observons. C'est vraiment mystérieux. Les efforts de la physique consistent à visualiser l'univers avec les mathématiques, et c'est un défi très difficile. Einstein a passé beaucoup de temps à découvrir une théorie du tout. Aujourd'hui, de nombreux physiciens ont cette ambition.
Mais le théorème d'incomplétude de Gödel montre qu'une théorie cohérente est presque impossible, car les mathématiques ont des limites internes incompréhensibles pour les humains. Et plus on plonge profondément dans la physique quantique, plus cela devient complexe. Cette complexité dépasse parfois les capacités du cerveau humain. La réponse à la question de savoir pourquoi les mathématiques sont si irrationnellement efficaces ne peut être que l'univers n'est pas seulement décrit par les mathématiques, mais qu'il est lui-même une structure mathématique profonde, une sorte de code source qui régit le cours de toute chose. En 2025, les avancées en gravitation quantique et en théorie des cordes, comme la renaissance de la gravité quadratique ou les simulations quantiques de Google sur les cordes cachées de l'univers, renforcent cette idée, suggérant que la théorie des cordes pourrait être inévitable comme théorie unifiée, où les mathématiques tissent la trame même de la réalité, comme un tissu vibrant sous la caresse du vent cosmique. Dans notre vie, les mathématiques régissent tous les domaines. Des inventions, des machines, aux prévisions météorologiques et aux vaisseaux spatiaux. Tout est l'essence de formules mathématiques nées dans l'histoire de milliers d'années. Dans la musique se cachent les mathématiques, dans la vie se cachent les mathématiques. L'infinité de l'univers est aussi mathématique. C'est si évident que nous ne pouvons pas comprendre pourquoi les mathématiques sont si irrationnellement efficaces. En conclusion, cette vidéo est comme la précédente sur l'infini. Ce sont des connaissances en dehors de mon domaine d'expertise. Elles sont très abstraites et profondes. Cela rend la logique et les exemples parfois incomplets ou pas vraiment satisfaisants. S'il y a des suggestions, laissez-les dans la section des commentaires.